Ok, maintenant nous allons essayer de parler de if et else. Je peux effacer ce que nous avons sur l'écran. Je crois que nous pouvons utiliser test à chaque fois parce que nous avons besoin de main et nous n'avons pas vraiment besoin de créer des classes à chaque fois. Donc nous allons parler de if et else. Je crois que je vais utiliser ça s'appelle LibreOffice Draw. Je crois que ça va faciliter. Donc là, je vais essayer de dessiner quelque chose. Ok, là je vais essayer d'expliquer ce que je viens de dessiner. J'ai dit que user input, c'est les données que l'utilisateur donne à la machine. Donc là nous avons if, else if. J'écris ça else if, etc. Parce que nous pouvons avoir beaucoup de else if. Donc nous ne sommes pas limités au nombre de else if que nous pouvons avoir. Et en dernier nous avons else. Bon, je vais essayer d'expliquer ça par un exemple. Ok, ça c'est juste un exemple pour essayer d'expliquer ça. Et là, j'ai dit que si tu as, par exemple, 3 ans, on dit à l'âge de 3 ans, tu peux commencer l'école maternelle. Si la personne a 6 ans, la personne peut commencer l'école primaire, 12 ans, école secondaire, 18 ans, université et 25 ans, la personne peut commencer les boulots. Cependant, que pouvons-nous dire si la personne n'a pas 3 ans, si la personne a moins de 3 ans? Ou que pouvons-nous dire si la personne a plus de 25 ans? Nous pouvons dire, si la personne ne fait pas partie de cette catégorie, nous pouvons utiliser else. Nous pouvons utiliser else, désolé pour vous. Et c'est de cette même façon que nous pouvons écrire ça en programme. Nous pouvons avoir if. If signifie si. Nous disons que si la personne a 3 ans, exécute ce programme. Et c'est de cette même façon que nous pouvons écrire ça en programme. Nous pouvons dire par exemple, si la personne a 3 ans, exécute ce programme. Si la personne a 6 ans, exécute celui-ci. Si la personne a 12 ans, nous pouvons avoir un autre else if. Si la personne a 18 ans, un autre else if. 25 ans, un autre else if. En d'autres mots, si la personne ne qualifie pas dans if, dans else if et dans ces else if, il faudrait partir dans else. Maintenant, je vais essayer d'écrire ça dans le programme
pour que vous puissiez voir. Donc ça, c'était juste un moyen de visualiser ça pour rendre ça plus facile dans les codes. Nous allons écrire un programme qui va prendre l'âge de la personne, puis dire si cette personne-là peut partir à l'école maternelle, primaire, secondaire, université, commencer un boulot ou soit désolé, vous n'êtes pas qualifié. Ok, là nous sommes de retour sur Sublime. Et pour prendre les données de l'utilisateur, normalement on utilise Scanner. Scanner, normalement scanner. Donc nous scannons les données que l'utilisateur donne à la machine. Ok, comme je viens de l'écrire là, nous pouvons tout simplement utiliser import Java util scanner. Import pour dire importe ce package dans cet environnement. Parce que ce package n'est pas dans cet environnement, par prendre ce package parce que nous allons l'utiliser dans notre programme et incorpore ce package dans cet environnement parce que nous allons l'utiliser. Donc, import Java util.scanner pour prendre les données à partir de l'utilisateur. Ok. Là, normalement, j'ai écrit int integer age. Donc, nous allons prendre l'âge. L'âge, ça sera un chiffre entier. Par exemple, 5 ans, 10 ans, 15, 20, 30 ans. Ça ne sera pas 15,5 ans. Donc, pour cette raison-là, on va utiliser integer. Un scanner, comme je l'ai dit, pour prendre les données à partir de l'utilisateur. C'est ce message qui sera imprimé sur l'écran. Quel est votre âge? Et puis, les données que l'utilisateur va donner à la machine, ces données-là sera sauvegardées dans Edge. Donc, user input.next int. Normal, par exemple, si c'était, nous allons prendre double, ça sera next double. Et là, je vais essayer de compléter le code, puis je vais en parler une fois que j'aurai fini d'écrire.
Là, je viens juste de finir d'écrire ça sur l'écran et là, j'ai différentes conditions. Bon, c'est possible que ici sur l'écran, il y a des choses que j'ai pas encore mentionnées. Là, j'ai dit si l'âge est supérieur ou égal à 3, ce signe veut simplement dire et. Si l'âge est supérieur ou égal à 3 et l'âge est inférieur ou égal à 6, imprime cette ligne. Si l'âge est inférieur ou égal à 12, mais supérieur à 7, imprime cette ligne. Si l'âge est inférieur ou égal à 18 et l'âge est supérieur à 12, cette ligne, ainsi de suite. Ici, nous avons égal, égal. Euh, la différence entre égal, égal et égal, quand il y a égal, ça veut simplement dire que attribuer la valeur se trouvant à droite de cette signe d'égalité, attribuer cette valeur aux variables se trouvant à gauche. C'est ce que égal veut simplement dire. Mais quand nous avons égal, égal, ça signifie boolean. Et nous avons vu que boolean va retourner true ou false. En d'autres mots, si l'utilisateur dit j'ai 30 ans, ça va dire postile à la présidence. Mais si l'utilisateur dit 31 ans, 32 ans, ça, parce que 31, 32 ne tombe pas dans ces catégories, ça va dire désolé, vous n'êtes pas qualifié. Donc là, on peut juste essayer pour voir. Quel est votre âge? Disons 0. Si je dis 0, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que 0 est supérieur ou égal à 3? Non. 0 est inférieur à 3. Est-ce que... Et normalement, ça, c'est l'importance de Truth Table. Je crois que je vais juste vous montrer un peu le Truth Table parce que les deux valeurs doivent être true. Les deux valeurs doivent être vraies pour que ça puisse exécuter. Et si l'un d'entre eux est faux, ça va tout simplement sauter. Cependant, si au lieu d'utiliser AND, si j'utilise OR, OR veut simplement dire si l'un d'entre eux est vrai, donc ça va exécuter. Je vais essayer de dessiner le truth table après avoir exécuté, juste pour clarifier cette partie-là. Je vais mettre AND et là, disons 0. Ça dit, désolé, vous n'êtes pas qualifié. Donc, le programme vient de checker tous les if et else if conditions que nous avons. Et étant donné que 0 ne tombe dans aucune catégorie, ça dit, désolé, vous n'êtes pas qualifié. Ok, disons que je dis que j'ai 8 ans. 8 ans, 8 ans est supérieur ou égal à 3, c'est vrai. 8 ans, 8 ans n'est pas inférieur à 6. Donc, ça ne va pas exécuter cette ligne. Cependant, 8 ans est inférieur ou égal à 12. Ça, c'est vrai. Et 8 ans est supérieur à 7. C'est vrai. Parce que les deux sont vrais, ça va exécuter cette ligne. Vous pouvez commencer l'école secondaire. Vous pouvez commencer l'école secondaire. Désolé, normalement, à 8 ans, on ne peut pas commencer l'école secondaire. Mais ça, c'est juste un exemple pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Et OK, donc 8 ans, ça exécute cette ligne. Si je dis quel âge, si je dis 18 ans, ça va exécuter cette ligne parce que 18 est inférieur ou égal à 18. Et oui, ça va exécuter cette ligne. Disons 30 ans. Disons 30 ans. Postule à la présidence. Vous voyez? Postule à la présidence. Si je dis 50 ans, désolé, vous n'êtes pas qualifié. Donc, c'est un peu de cette façon que ça fonctionne, les if et else if. Donc, là, nous voyons que nous avons if, beaucoup de if, et nous pouvons avoir beaucoup plus de else if. Et si aucun des if ou else if ne fonctionne, ça va imprimer le else. Et là, je peux vous montrer comment le truth table fonctionne. Ok, je viens juste de dessiner cette table pour vous expliquer le truth table. Juste une seconde. Ok,
Là, c'est mieux. Là, c'est plus grand. Donc, disons, ça, c'est notre première valeur A et B, c'est notre deuxième valeur. Et nous avons true, true, false, false, true, false, true, false pour les valeurs de A et B. Et quand on dit not A, donc, et quand je dis true signifie vrai, quand je dis false signifie faux. Et quand on dit not A, ça signifie with negate. Donc, on change les valeurs de A. Si c'était true, ça devient false. Si c'était false, ça devient true. C'est ce que nous avons ici. C'est true, true, ça devient false, false, true, false, false, ça devient true, true. Nous allons faire de même avec B. Et ici, nous avons A et B. Pour trouver la valeur de A et B, ça signifie si la valeur de A est vraie, la valeur de B est vraie, ça signifie cette colonne sera vraie. Mais si l'une de ces valeurs est fausse, donc les deux seront faux. Par exemple, là, on a true, true, on a true, true, false, on a false, on a false, false, true, on a false, et là, on a false, false, puis on obtient un false. Cependant, pour or, si l'une de ces valeurs est true, ça devient true. Par exemple, là, on a true, false, ça devient true. On a true, non, désolé. Par exemple, là, on a true, true, ça devient true. On a true, false, ça reste true. On a false, true, ça reste true. Et on a false, false, ça devient false. Donc, quand l'une des valeurs est true, pour or, ça devient true. Implies. Implies, c'est false quand la première valeur est true et la seconde valeur est false. Par exemple, là, nous avons true, false. Ça signifie on aura false ici. Mais pour les restes, on aura true. OK. B implies A, ça sera le même principe. Donc, nous regardons là où on a true dans B et on a false dans A, puis on change ça en false. Et cet exemple est ici. Donc, B est true et A est false. Puis ici, ça sera false, mais les restes seront true. Et A, if and only if A. Donc, quand on a true et true, ça nous donne true. Quand on a false et false, ça nous donne true. Par exemple, là, si nous regardons, ici nous avons true et true. On a true. Et ici, pour dernière ligne, si nous avons false et false, ça nous donne true. Mais si nous avons true et false ou false et true, nous avons false. Et if and only if, je viens d'écrire ça ici. Donc, c'est aussi égal à A implies B and B implies A. Si on regarde ces deux colonnes, ici nous voyons true et true, nous avons true. False et true, normalement c'est false. True et false, c'est false. Et true, c'est true. Donc, c'est un peu de cette façon que le truth table fonctionne. Mais il y a aussi d'autres. Donc, ça, c'est juste la fondation, les basics. Mais il y a aussi les exclusion or. Il y a plusieurs opérations. Donc, ça, c'est juste la base pour que vous compreniez le truth table. Je crois que c'est facile à comprendre. C'est pas si compliqué que ça. OK. Nous revenons ici. Par exemple, ici, vous voyez l'âge. Je vais essayer de... OK. Disons que... OK. Là, je vais dire 0. OK? Je vais dire 0. Là, j'ai dit 0, ça dit désolé, vous n'êtes pas qualifié. Donc, ça vient dans else. Mais si je change and en or, qu'est-ce que ça va nous dire? Et vous avez vu dans le truth table, si l'un des deux est vrai, donc la réponse sera vraie. Si, par exemple, je disais 0, est-ce que 0 est supérieur ou égal à 3? Non. Pour ça, ça sera false. Est-ce que 0 est inférieur ou égal à 6? Oui. 0 est inférieur à 6 et ça c'est true. Donc nous avons false et true.
Et qu'est-ce que ça va faire selon vous? Ça va imprimer ou bien ça va sauter? Normalement, ça va imprimer. Ça va imprimer cette ligne. Parce que nous avons, ça c'est false et ça c'est true. Et nous savons que quand nous avons l'un d'entre eux, quand c'est vrai, ça exécute. Mais and, les deux doivent être vrais. Alors, je vais vous montrer ça en exécutant le code. Vous voyez, ça vient d'imprimer. Vous pouvez commencer l'école primaire. Ça vient d'imprimer cette première ligne. Parce que nous avons or. Et comme nous avions vu ça avec le truth table, quand nous avons or, si l'un des deux, donc pour notre cas, ça sera celui-ci. Le premier, en anglais, on appelle ça statement. The first statement, c'est faux, mais the second statement is true. Et nous avons or au milieu des deux. Donc, ça devient true. Et quand c'est true, ça exécute. Et quand c'est false, ça saute. Donc, c'est un peu de cette façon que ça fonctionne. Que pour and, les deux doivent être true. OK. Maintenant, je crois que je vais effacer ça. Je vais effacer toute cette partie. Maintenant, je vais parler des loops. Et pour les loops, normalement, il y a deux. Il y a le for loop et normalement, il y a les deux. Il y a le for loop et il y a le while loop. Et parfois, les gens utilisent recursion. Recursion, c'est aussi une forme de loop. Je vais aussi montrer un exemple, mais la plupart des fois, on va essayer de travailler plus avec les loops. Pourquoi est-ce qu'on utilise les loops? Par exemple, disons qu'on vous demande de trouver la superficie. La superficie bon, d'un carré. Je crois que ça sera facile. Mais que feriez-vous si on vous demandait de trouver la superficie de 100 carrés, 500 carrés, 1000 carrés, 2000 carrés? Là, ça devient plus compliqué. Et pour cette raison, nous avons besoin de quelque chose qui va exécuter ces calculs rapidement, ou soit qui va imprimer des choses sur l'écran rapidement. Et c'est pour cette raison que nous utilisons les loops. Les loops exécutent des commandes rapidement. Par exemple, nous pouvons prendre un exemple. Ok, nous pouvons prendre un exemple. Par exemple, essayons de parler de factorial. Factorial, c'est, par exemple, si j'ai dit ok. Par exemple, 1 factorial, nous pouvons aussi donner 0, 0 factorial. Ok. Par exemple, si nous disons 0 factorial, ça sera 1. Quand on dit 1 factorial, ça sera 1. Quand on dit 2 factorial, ça sera 2 multiplié par 1, qui est égal à 2. Quand on dit 3 factorial, ça signifie 3 multiplié par 2 multiplié par 1 égale 6. Quand on dit 4 factorial, ça signifie 4 multiplié par 3 multiplié par 2 multiplié par 1 ou on peut dire 4 multiplié par 3 factorial. Ça sera la même chose et ceci va nous donner 24. Et quand on dit 5 factorial, nous avons 5 multiplié par ce nombre-là, multiplié par 1, ou bien
nous avons 5 multiplié par 4 factorial. Et ceci va nous donner ça 20. Et so on. Et nous continuons. Par exemple, on peut prendre 6 factorial. Et là, ça va nous donner combien? 720. Ok, donc c'est un peu ça. C'est de cette façon que les factorials marchent. Et par exemple, si on vous demandait de trouver les factorials des 20, ça sera un grand chiffre et ça sera difficile de trouver ça mentalement. Parce que ça, on peut trouver ça mentalement parce que ce sont des petits chiffres, mais quand ça devient des grands chiffres, ça devient difficile de trouver les réponses. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser les loops, non seulement pour trouver les réponses pour ces calculs, mais pour imprimer beaucoup de choses. Je vais écrire un programme qui va trouver les factorials et je vais essayer d'utiliser recursion et je vais utiliser aussi les loops. On a les while loop, les for loop, les recursion. Je vais utiliser. Maintenant, nous allons essayer ces trois techniques pour trouver le factorial utilisant le loop. Ok, là je viens d'écrire une méthode, c'est une méthode qui s'appelle factorial. Et normalement, cette méthode prend n chiffres. Nous voyons très bien les types. Ça sera un integer et nous allons appeler ça number. Mais ça peut avoir n'importe quel nom que vous voulez. Changeons number, c'est en anglais. Changeons ça en chiffre. Ok, chiffre. Et changeons. Ok, ça prend un chiffre et si le chiffre que ça prend est égal à 1, ou soit, disons, si le chiffre est inférieur, disons, si le chiffre est inférieur ou égal à 1, nous retournons 1. Parce que parfois, l'utilisateur peut, c'est pas, il peut donner moins 5 et normalement, nous ne sommes pas supposés calculer les factoriels de moins 5. Donc, on s'est dit que si l'utilisateur donne une valeur inférieure ou égale à 1, donc on va tout simplement retourner 1. Dans les cas contraires, on va prendre les chiffres. Par exemple, 5, on prend les 5, puis on multiplie ça par la méthode moins 1. Donc, quand on prend la méthode moins 1, donc ça va continuer à multiplier. Ça sera sous forme d'un loop. Donc, ça va continuer de multiplier jusqu'à ce qu'on arrive sur les if. Et normalement, ces if, on appelle ça base case. Donc, quand on arrive sur la base case, ça va stopper. Donc, ça va continuer à multiplier et changer la valeur jusqu'à ce que nous atteignions le base case. Je crois que vous comprenez cette étape et c'est de cette façon que les loops aussi fonctionnent. Donc, ça va continuer de fonctionner jusqu'à ce qu'on arrive à notre base case qui est inférieur ou égal à 1. OK. Maintenant, je vais écrire le main method.
OK, là, je viens d'écrire le main method. Donc, là, nous avons un integer, juste un chiffre. Puis, il faudrait créer un objet. Par exemple, parce que vous voyez, là, nous avons le main. Je peux fermer les mains. Là, nous avons les mains. Et quand nous avons ces curly braces, ces accolades, ça signifie que ce que nous allons exécuter se trouve uniquement dans ces accolades. Cependant, nous voulons accéder à cette méthode. Cette méthode ne se trouve pas dans le main method. Donc, pour accéder à quelque chose en dehors du main method, nous avons besoin de créer un objet. Un objet, dans ce cas, nous allons utiliser classe parce que tout est contenu dans la classe. Si je ferme la classe, tout est fermé. Donc, tout se trouve dans la classe. Donc, nous utilisons un objet de notre classe pour accéder en dehors du main method. Je crois que vous comprenez cette partie-là. Et pour créer ça, nous utilisons en test, ça sera les types, puis ça c'est my object. Je peux appeler ça mon objet. Mon objet. Puis, c'est de cette façon qu'on crée un nouvel objet, new, le nom de votre classe. Parce que notre classe s'appelle test. Pour accéder, donc on crée un nouvel objet pour cette classe, pour accéder en dehors du main method. Il faudrait changer le nom de my object. Mon objet. OK. Normalement, cette addition signifie concatenation. Concatenation, c'est quand on prend des strings, puis on les met ensemble. Ou soit quand on essaie de mettre des choses ensemble, on utilise concatenation. Donc ça, c'est pas l'addition. Ça ne va pas prendre votre factorial puis ça additionne avec ça. Ça va tout simplement joindre ces deux parties. On appelle ça concatenation. On a mon objet point factorial. Donc, on part dans factorial et on remplace ces chiffres par A. Et dans notre cas, A est 5. Donc, ça va calculer le factorial de 5. Et nous avions vu que le factorial de 5, c'est 120. Tiens, c'est 120. Et OK, là, on peut essayer de compile, then run. Là, nous voyons que nous avons une erreur. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Là, ça dit 10. Peut-être qu'il n'y a pas d'accolade, mais quand on vérifie 10, il y a l'accolade et c'est fermé à 17. Normalement, moi, je vois une erreur. L'erreur est ici, en ligne 10. J'ai écrit public class factorial. Normalement, ça doit être public int. Comme je l'ai dit la fois passée, quand on a void, c'est quand on essaie d'imprimer quelque chose. On ne retourne rien. Mais dans ces cas, on retourne un chiffre. On retourne 1. Et ici aussi, on retourne le factorial, qui est aussi un integer. Donc, ça veut tout simplement dire les types des valeurs qu'on va retourner. Dans notre cas, on va retourner un integer. Donc, public int, puis le nom de la méthode. Là, on va essayer encore pour voir si on a l'erreur ou pas. OK, l'erreur est partie. On a compile, puis on va run. OK, ça dit votre factorial est 120. Comme nous l'avions vu ici, le factorial de 5, c'est 120. Essayons 6, si nous allons obtenir 720. Changeons la valeur de A en 6. On sauvegarde, puis on prend notre command prompt, on clear, on efface tout, puis on fait OK, ça dit 720. Nous pouvons essayer un autre chiffre. Nous pouvons essayer 0.
Nous avons ici 0, c'est 1. Ça retourne 1. Essayons un chiffre, un grand chiffre que moi, je ne saurais pas calculer juste mentalement. Essayons le factorial de combien? Le factorial de 10. OK. Voici le factorial de 10. On peut checker. Bon, là, je vais utiliser Python idle. C'est sous forme d'une calculatrice. Je peux faire, par exemple, 5 multiplié par 4, multiplié par 3, Oh, c'est trop petit. Je vais essayer d'agrandir ça. Oups. Là, nous pouvons essayer de multiplier. Là, c'est idle. Idle, c'est pour une autre langue, c'est Python. Mais nous pouvons utiliser ça comme calculatrice. Nous pouvons faire 2 multiplié par 1, ça nous donne la réponse 2. Nous pouvons prendre 5 multiplié par 4, multiplié par 2, par 3, multiplié par 2, 120. Maintenant, pour l'exemple, on avait pris le factorial de 10. Donc, on peut prendre 10. OK. Le factorial de 10, ça nous donne... Et si nous regardons notre réponse, nous voyons que notre code fonctionne très bien. OK. Donc, c'est un peu de cette façon qu'on utilise le recursion. OK, là je viens de finir d'écrire le petit programme avec while loop. Et là, normalement, on a mon factorial. Par exemple, ici, je cherche le factorial de 5. Maintenant, on utilise le loop. Ici, dans cette situation, nous utilisons le while loop. On dit que continue à exécuter le loop jusqu'à ce que je cherche n'est pas égal à 0. C'est de cette façon qu'on représente je cherche n'est pas égal. On a mon factorial est égal à mon factorial multiplié par je cherche. Ici, mon factorial, la valeur de mon factorial, c'est 1. 1 multiplié par je cherche, c'est 5. Puis, ça nous donne 5. Et 5 devient la valeur de mon factorial. Donc, mon factorial, on peut dire f pour mon factorial devient 5. Et je cherche, on peut représenter ça par j. Pour je cherche, ça devient 4. OK? Bon, et une fois qu'on a ça, on a f.
f pour mon factorial est 5 et je cherche est 4. Puis ça check la condition. Est-ce que je cherche est égal à 0? Non. Donc, on exécute le loop encore. Mon factorial devient 5 multiplié par je cherche. Donc, ça devient 5 multiplié par 4. Puis, ça devient 20. Et je cherche diminue d'un parce on soustrait 1. On soustrait 1. Puis, je cherche devient 3. Puis on check la condition encore. Le loop check. Est-ce que je cherche n'est pas égal à 0? Non. Je cherche est égal à 3. Donc, on continue. On exécute encore. Mon factorial est égal à mon factorial 20 multiplié par je cherche c'est 3. Et puis, ça devient 60. Et ça devient 2. Puis, ça check, je cherche c'est 2. La condition dit 0. Donc, on exécute encore. Mon factorial devient 20 multiplié par 2, qui est égal à 120. Et je cherche devient 1. Puis, on check la condition. Je cherche est égal à 1. Et ici, la condition, ça dit n'est pas égal à 0. Donc, on multiplie une fois encore. On a 120 multiplié par 1, qui est égal à 120. Et ici, je cherche devient 0. Puis, on check la condition. Je cherche est égal à 0. Et ici, la condition dit que je cherche n'est pas égal à 0. Donc, ça stoppe le loop immédiatement. Et quand on sort du loop dans ligne 11, quand on essaie d'imprimer mon factorial, ça imprime mon factorial est égal à 120. Et si on imprime, je cherche, je peux juste vous montrer ça. Ok, juste comme je vous le disais, peut-être que là, il faudrait que je puisse mettre de l'espace, ou soit nous pouvons partir sur une autre ligne. Je crois si on fait juste ça, nous irons sur une autre ligne. Ok. Peut-être il faudrait que je minimise l'écran. Ok. Là, on a mon factorial, c'est 120, comme je vous l'ai montré ici. Mon factorial, c'est 120. Et nous avons je cherche est égal à 0, comme je vous l'ai montré. Puis le loop stop et ça sort du loop. Donc, c'est de cette façon que le loop fonctionne. Ça, c'était le while loop. Je vous ai déjà montré les factorial.